Bonjour, je suis Cyril Attias, entrepreneur dans le digital depuis 1998 et fondateur d'agence-des-médias-sociaux.com. Marketing et influence est le podcast où on prend le temps d'analyser les stratégies marketing, social media et le marketing d'influence. Chaque épisode est l'occasion de rencontrer des professionnels du marketing et de l'influence. Que ce soit des directeurs marketing, directeurs généraux, créateurs de contenu ou même des followers d'influenceurs. Dans Marketing et Influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent les collaborations et comment cela a changé leur vie. On a redécouvert les bénéfices en quelque sorte de la communication de bouche à oreille à l'occasion des réseaux sociaux qui permettent à chacun d'avoir sa propre capacité d'émission et d'amplification. Tu peux influencer sur LinkedIn sans être influenceur, parce que la bonne nouvelle, c'est que l'algorithme de LinkedIn donne vraiment la primauté au contenu lui-même, au contenu de chaque post. Ce podcast vous est présenté par agence-des-médias-sociaux.com, l'atelier expert en social media et marketing d'influence. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Bordas, vice-président international de TBWA Worldwide. J'ai connu Nicolas en rentrant chez TBWA en 2007. Blogueur à mes heures perdues, je m'étais permis à l'époque de lui faire une reco pour lancer son blog et son compte Twitter. Aujourd'hui, Nicolas est l'un des rares Français à être influenceur à LinkedIn, avec plus de 200 000 abonnés. Et cet épisode est aussi l'occasion de lancer son nouveau livre, L'idée qui tue numéro 2, qui revient plus largement sur les notions d'influence. Bonjour Nicolas, comment vas-tu ? Bonjour Cyril, écoute, je vais aussi bien que possible, dans un monde qui n'est pas toujours au mieux de sa forme, mais je pratique chaque jour l'optimisme de volonté. Très bien. Nicolas, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours qui est très riche, mais en quelques minutes pour les auditeurs qui seraient passés à côté ou qui voudraient reformaliser ton parcours ? Quelques secondes même peut-être. Je suis auvergnat, né à Clermont-Ferrand, comme Blaise Pascal. Mais bon, j'aurais bien aimé Blaise Pascal, mais je ne le suis pas. Mais je suis monté à Paris pour faire mes études à l'ESSEC, où je fus le président du bureau des élèves, organisateur de nombreux événements. Donc j'ai découvert la communication événementielle très jeune. Puis je suis tombé grâce à un prof de com dans la marmite de la publicité à 22 ans. Je suis rentré chez Saatchi à Paris, où j'ai passé 6 ans. Puis j'ai rejoint CLM BBDO avec Philippe Michel qui fut mon maître à penser, avant de rejoindre en 1994 Jean-Marie Dru, l'homme de la disruption chez BDDP, et où j'ai passé le reste de ma carrière, puisque BDDP est devenu TBWA. Entre-temps, j'avais monté BDDP et Fils avec Olivier Altman et Valérie Hénaf, qui sont devenus les présidents aujourd'hui. Puis j'ai été pendant 11 ans le patron du groupe TBWA en France. Donc TBWA, c'est le 3e groupe derrière Publicis et Havas, mais c'est le plus international des 3. Voilà, aujourd'hui je suis vice-président international de ce groupe mondial qui s'appelle TBWA, que j'adore. Et j'enseigne pas mal à côté de ça. J'enseigne à Sciences Po la marque. Au départ, je le faisais en français, maintenant je le fais en anglais, branding. Et puis je dirige l'Executive Master Communication de Sciences Po Paris, qui forme des DIRCOM plus internationaux, plus digitaux et plus sociétaux. Très bien. Donc aujourd'hui, quelle est ta vraie mission au sein de TBWA ? Parce que tu es vice-président international, ça consiste en quoi ? Alors en fait, j'ai une double mission, une mission plus internationale et une mission plus française. En France, je suis chairman de TBWA Corporate, qui est l'agence de communication qui pilote la réputation des entreprises et de leurs marques vis-à-vis de toutes leurs parties prenantes. Je travaille pour de nombreuses marques comme, Danone, Netflix, EDF, FH. Le problème, c'est que je vais en oublier, je vais vexer quelqu'un, donc c'est horrible. Donc des belles marques. Des très belles marques, et surtout dans le corporate, c'est juste passionnant parce que les enjeux sont vraiment top. Et puis à l'international, je pilote pour TBWA la politique environnementale, ce que les anglo-saxons appellent Environmental Sustainability. Comment faire progresser le marché, nos clients, mais aussi nous-mêmes sur la dimension environnement, ce qui est une grosse urgence. Et je développe aussi mondialement une pratique qui s'appelle Live Bosses, que j'avais créé en France au départ et qui aide les dirigeants d'entreprises à gérer leurs réseaux sociaux personnels à des fins professionnelles, donc en particulier LinkedIn et Twitter. Très bien, donc ça c'était le début de ce qu'on appelait avant les live tweets et les blogs et les tweets. Voilà. Au départ ça s'appelait Tweet Bosses, avant ça s'appelait Live Bosses. Ça me semble bien. Ouais. Voilà, mais comme maintenant LinkedIn a pris nettement le pas sur Twitter, et je pense que ça va continuer, parce que je suis pas sûr que le rachat par Elon Musk de Twitter aide tant que ça les entreprises et les marques à avoir envie de rejoindre Twitter. Donc je pense que LinkedIn va continuer de dominer ce marché-là. Très bien.
Si Nicolas, aujourd'hui, devait débuter sa carrière, il ferait quoi? Est-ce qu'il ferait de la communication, de la publicité ou... Je ne sais pas. Mais du piano, j'ai commencé très tôt le piano et je regrette de ne pas avoir continué davantage. Et puis le piano mène aussi aux idées. J'en veux pour preuve mon ami jazzman que tu connais bien, je crois aussi, Yaron Herman, qui a écrit un excellent livre que je recommande. Au passage, je lui fais une page de pub qui s'appelle Le déclic créatif, qui nous rappelle comment nous sommes tous créatifs à condition de cultiver ce muscle du cerveau. Très bien. Donc, carrière complètement différente. Oui. Ouais. Il faut bien avoir un regret dans la vie. Mon regret, c'est de ne pas être Tony Banks, le pianiste de Genesis. Ok, donc on a une information. Tu viens d'être nommé influenceur communication de l'année par le Grand Prix des agences de l'année. De quoi est-ce le signe, d'après toi, cette... Alors, d'abord, je remercie le jury d'exception qui a eu cette bonne idée. C'était tout à fait une surprise pour moi. Je pense que ça récompense sûrement ma persévérance, puisque j'ai attaqué mon blog sur les bons conseils d'un ami en 2007, au moment de la sortie de la première version de mon livre L'idée qui tue. Donc, je pense que ça récompense une certaine visibilité de LinkedIn, parce qu'en fait, aujourd'hui, j'utilise surtout LinkedIn comme moyen de publier, et peut-être un certain usage de LinkedIn qui est peut-être plus influençant que d'autres réseaux sociaux. C'est devenu ta plateforme principale aujourd'hui, oui, d'expression ou d'influence au sens large. Oui, en tout cas, c'est là que j'ai la plus grosse visibilité. Je m'en suis assez vite rendu compte, même si mon blog continue d'être utile comme moyen de lancement de messages. Mais LinkedIn aujourd'hui est devenu ma plateforme principale. Donc, je suis aussi actif sur Twitter, mais plus pour écouter que pour publier, puisque mes publications sont essentiellement sur LinkedIn. Très bien. Comment aujourd'hui tu définirais la notion d'influence en matière de communication ? Alors moi, ça me fait toujours un petit peu sourire quand on parle de la nouveauté de la communication d'influence, puisque pour moi, toute communication, par essence, est influence. Toute forme de communication est influence. En effet, ce qui caractérise la communication, c'est la volonté d'influencer. C'est-à-dire ce qui différencie la communication de l'information, c'est que la communication, c'est une information avec une intention. Cette intention, c'est d'avoir un effet sur les gens. Donc, je parle de communication, pas forcément commerciale ou marketing. Je parle de communication en général dans la vie. La différence entre donner une information et l'éditorialiser, c'est la volonté. Donc, un journaliste qui va titrer sur la même info différemment en fonction du fait qu'il écrit dans Libération, dans Le Monde, est en train d'influencer tout en diffusant une information relativement objective. Donc, en fait, l'influence caractérise même la notion de communication. C'est une communication avec intention. L'amour, la drague, c'est une communication qui vise d'influence. Donc au fond, l'influence est vraiment complètement incluse depuis toujours et pour toujours dans la notion même de communication. Alors après, on peut parler des influenceurs qui effectivement aujourd'hui se développent beaucoup parce qu'ils ont cette capacité. Mais la communication d'influence aujourd'hui, moi je dis souvent la communication d'aujourd'hui, c'est influencer les influenceurs, mais en considérant que les influenceurs sont tous les gens importants pour vous. Donc ça peut être vos clients qui sont les premiers influenceurs, parce que si vos clients sont contents de vos services, ils vont influencer leurs amis pour qu'ils achètent la même voiture ou la même montre, s'ils sont passionnés de voitures ou s'ils sont passionnés de montres. Mais ça peut être aussi l'influence pour rentrer dans une entreprise. C'est-à-dire que à un moment donné, avant de rentrer dans une boîte, vous allez commencer par aller voir les gens que vous connaissez dans la boîte, s'ils sont contents ou pas d'y être, etc. Donc, ce bouche à oreille, qui est le premier média de l'histoire de l'humanité, a retrouvé ses lettres de noblesse avec les réseaux sociaux. Donc, je rappelle qu'avant la communication, avant la naissance de l'impression, avant Gutenberg, les gens communiquaient déjà, quoi. Donc, les troubadours chantaient déjà des choses, et les troubadours faisaient même de la publicité. Autrefois, ils allaient de village en village raconter des histoires. On était sur une communication purement orale. Donc tout est né là en quelque sorte. Et donc sont arrivées toute une série de médias progressivement, l'imprimerie, puis la radio, puis la télévision, cinéma, l'audiovisuel, etc. Et puis on a redécouvert les bénéfices en quelque sorte de la communication de bouche à oreille à l'occasion des réseaux sociaux qui permettent à chacun d'avoir sa propre capacité d'émission et d'amplification. Et qui ont donné le porte-voix nécessaire et les technologies pour diffuser massivement un message oral aussi, puisque quand on est sur des réseaux type Instagram Story ou TikTok, c'est oral, mais écrit,
avec Twitter et LinkedIn, on Exactement. a une autre forme de. Et d'ailleurs, ça rappelle à quel point l'écrit est fondamental. C'est-à-dire que même si l'image domine aujourd'hui, de manière générale, l'image sans mots n'a pas de sens. C'est une énigme. Et donc, les idées se diffusent par des mots. Donc, on pense quelque chose, on se dit quelque chose. Quand on a une idée en tête, on se la dit dans sa tête en quelque sorte. Donc, c'est important. Ce qu'on dit a un effet sur ce que les gens pensent, même si la manière de les porter par les images est aussi importante. Je sais que tu fais un cours à Sciences Po sur l'histoire de la communication. Que nous apprend l'histoire en matière d'influence ? Alors, alors je fais plusieurs cours à Sciences Po sur l'histoire de la communication, mais j'ai voulu faire sur l'histoire stratégique de la communication, c'est-à-dire qu'est-ce qui est encore utile aujourd'hui, en fait. Donc, c'est un cours sur regardons l'histoire de la communication et posons la question de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est utile. En fait, il faut remonter aux Grecs et en particulier à Aristote pour se rendre compte que dans la définition même de la rhétorique et de la manière dont la communication fonctionne efficacement, il distinguait 3 dimensions: le logos, le pathos et l'éthos. Et donc, le logos, c'est la logique, c'est le rationnel, c'est le message. Le pathos, c'est l'émotion, c'est la valeur ajoutée émotionnelle qu'on lui donne et qui va faire que le message va avoir une portée plus forte et va vous toucher en quelque sorte davantage. Mais l'éthos, c'est le crédit de l'émetteur. Et donc, c'est assez intéressant de voir que dans la définition même d'une rhétorique efficace, cette question de l'influenceur, au fond, de l'émetteur et de son crédit, donc c'est à la fois un crédit d'expertise, c'est également un crédit de confiance, ça peut même être dans l'attitude, la manière dont il se présente à vous si vous ne le connaissez pas très bien. Et donc, les Grecs avaient déjà intégré ce paramètre de l'influenceur avant que TikTok n'existe. Donc, on revient aux fondamentaux. Donc, on a juste modernisé un petit peu les notions, mais on revient aux fondamentaux de la communication. Comment tu peux expliquer aujourd'hui le rôle croissant, entre guillemets, des influenceurs et influenceuses dans les dispositifs de communication d'aujourd'hui? On en voit beaucoup dans pas mal de dispositifs. Il y a toujours des influenceurs quasiment. Oui, clairement. Donc ça c'est l'incroyable puissance. On l'oublie parfois parce que on a vite fait de critiquer Facebook etc. Mais n'oublions pas l'incroyable liberté que cela a donné et la capacité d'expression que cela a donné à des gens, non pas parce qu'ils ne pouvaient pas s'exprimer avant, mais parce que leur expression ne pouvait pas être puissamment diffusée. Donc la force des réseaux sociaux, qu'il s'agisse de Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram ou bien sûr de TikTok, c'est de permettre à chacun de pouvoir avoir un effet d'amplification si son message le mérite. Enfin, si lui le mérite, mais surtout si son message le mérite. Parce qu'en fait, on voit que sur tous les réseaux sociaux, ce qui fait l'amplification, c'est l'intérêt, la qualité du message lui-même qui est diffusé par les influenceurs. Donc certes, on suit des gens parce qu'on pense qu'ils sont capables d'envoyer régulièrement des messages intéressants, mais par contre, c'est chaque message en fonction de son intérêt réel qui, lui, va être diffusé et développé, déployé par la puissance des algorithmes. Donc en fait, de la même façon qu'on peut tous avoir son quart d'heure de célébrité, désormais, on peut tous avoir son message qui vous rend célèbre, même si éventuellement au départ on n'est pas connu ou on n'a pas de followers. Donc c'est quand même important de penser son message et de pas forcément croire qu'on est populaire sur un réseau et que tout va fonctionner. Parce qu'on sait qu'il y a des algorithmes, mais il y a aussi le message qu'on va délivrer qui doit être un petit peu réfléchi, pensé et structuré. Oui, alors c'est d'autant plus important que la portée des messages d'influence est variable. C'est-à-dire que moi, je prends cette analogie avec le sommeil. On parle souvent de sommeil léger et de sommeil profond. De mon point de vue, l'influence, c'est pareil. Il y a de l'influence légère et de l'influence profonde. Donc l'influence légère, c'est une sorte de micro-influence qui consiste simplement à te faire préférer un court instant telle ou telle marque de parfum ou telle marque de ce que tu veux. Et donc, qui va simplement te donner une micro-information de « Ah tiens, ma curiosité est satisfaite par ce nouvel objet porté par telle ou telle influenceuse ou tel influenceur. » C'est ce que j'appelle de l'influence légère. L'influence profonde, c'est beaucoup plus fondamental. C'est quelque chose qui change ton point de vue et qui transforme l'idée que tu te fais des choses. Parce qu'on l'oublie trop souvent, ce sont les idées qui nous guident tout le temps. Donc que ce soit en politique, c'est l'idée que je me fais de tel candidat qui fait que je vote. Que ce soit en religion, c'est l'idée que je me fais qu'il y a un Dieu ou pas qui fait que je participe à telle ou telle religion. Et que ce soit dans le domaine culturel ou dans le domaine, je vais voir telle ou telle exposition ou tel film en fonction de l'idée que je me fais
de ce que va être ce film. Donc les gens oublient un peu trop souvent que c'est l'idée qu'ils se font des choses, la manière dont leur cerveau s'est durablement forgé pour aimer ou ne pas aimer telle chose, ou pour penser du bien ou du mal de telle ou telle chose, pour avoir un jugement en quelque sorte, qui fait la différence. Donc ce que j'appelle l'influence profonde, c'est celle qui modifie le point de vue que tu as dans ton cerveau. Et donc par exemple, pour moi, un vrai influenceur qui a structuré en quelque sorte une idée profonde, c'est Jean-Marc Jancovici, qui d'ailleurs cartonne sur LinkedIn. C'est la plus grosse progression sur LinkedIn depuis 18 mois. Et qui, d'une certaine manière, a contribué fortement à relégitimer le nucléaire auprès des Français, et donc à transformer des gens qui pensaient que le nucléaire c'était mal, qu'il fallait fermer les centrales, etc., dans le fait que le nucléaire c'est absolument nécessaire et que c'est entre guillemets le moindre mal pour sauver la planète et décarboner. Donc voilà ce que j'appelle de l'influence profonde. Donc pour moi, sans aucun mépris, mais une starlette ou un starlot de la télé-réalité a une influence légère, là où un Jancovici a une influence profonde. Oui, et puis en même temps, tu es peut-être obligé de commencer par l'influence légère pour orienter déjà des réflexions et ouvrir les esprits pour des gens qui sont déjà croyants ou qui sont déjà persuadés, oui, pour absolument. ensuite Donc, aller vers une influence profonde. Tu as tout à fait raison, et d'ailleurs, je parle du double effet de la communication en général, c'est-à-dire que la communication, toute communication commerciale, a un effet immédiat et un effet différé. Oui. L'effet immédiat, c'est il me donne envie ou pas d'acheter tel produit ou telle marque. L'effet différé, c'est il me donne envie dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, d'avoir encore envie d'acheter plutôt cette marque que telle autre. Et donc on peut très bien à un moment donné être touché par une communication qui ne génère aucun effet immédiat, mais qui a un énorme effet différé. Donc on devient Apple maniaque parce que on croit à la marque Apple, on aime la marque Apple. Et d'ailleurs, Apple est de mon point de vue, bon, je dis pas ça parce que c'est une marque qui est gérée par TPWA, mais c'est de mon point de vue la marque la plus idéologique de l'histoire de l'humanité. Ouais. Comment aujourd'hui, revenons un peu sur le monde des idées, parce que là on a parlé d'idées là, avec l'influence légère et profonde, mais comment aujourd'hui les idées nous influencent ? Alors les idées nous influencent tout le temps et partout. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on est victime d'idées reçues, de biais cognitifs sous toutes ses formes. Et donc, notre cerveau, qu'on le veuille ou non, est façonné un peu à l'insu de notre plein gré par notre culture, notre éducation, nos parents, nos amis, nos réseaux, nos métiers. Et donc, notre cerveau est structuré avec une sorte de facilité qui est que le cerveau aime le confort. Il est suffisamment stimulé tous les jours par toutes les micro-stimulations qu'il peut avoir, décisions qu'il a à prendre, et du coup, il a besoin que tout soit à peu près rangé de manière cohérente. Quoi. Autrement dit, pour changer une idée chez quelqu'un, il faut aller agir profondément en remplaçant l'idée par une autre. Et donc, il ne faut pas simplement que l'idée nouvelle apparaisse, il faut que l'idée nouvelle tue, d'où la notion d'idée qui tue une idée préexistante dans le cerveau. Et donc, il est fondamental de penser que il faut en tout cas, il faut trouver la manière d'exprimer sa nouvelle idée pour qu'elle tue l'idée préexistante. C'est pour ça que ce qu'on appelle la disruption chez TPWA, cette méthode qui a été prônée par Jean-Marie Dreux, avant que le mot disruption soit un mot un peu trop employé, mais je rappelle que c'est né dans les années 90, à une époque où personne ne parlait de ce mot-là. Donc il faut rendre à César ce qui lui appartient. Cette idée de rupture consiste à dire je vais faire un trou dans le cerveau, en quelque sorte. C'est très hérité aussi de la pensée de Philippe Michel sur la manière dont les idées sont des objets mentaux. Et d'une certaine manière, une idée nouvelle remplace, est une sorte de comète qui arrive dans le cerveau, qui défonce tout et qui remplace l'idée reçue. Mais il faut bien viser, c'est-à-dire qu'il faut remplacer la bonne idée reçue. D'où la notion de convention, qui consiste à dire, dans le schéma disruption, on va établir la nouvelle vision en s'attaquant à la convention qui fait que vous ne pensez pas, que vous ne partagez pas le même point de vue, que vous n'avez pas la même vision. Et donc, on cherche à bien comprendre quelle est l'idée reçue qu'on doit remplacer de façon à ce que les gens adhèrent à l'idée nouvelle. Donc on est à chaque fois dans une forme de remplacement d'une idée par une autre, qui commence peut-être par une influence légère puis profonde, pour
ouvrir le champ des possibles de cette idée peut être remplacée, déjà, parce qu'il faut quand même aussi le concevoir peut-être, qu'elle peut être remplacée ou être ouvert au remplacement. Alors, il faut le concevoir si tu es un émetteur d'idées professionnel, mais sinon, ça se passe tout seul sans que tu te rendes compte. Ça se passe dans ton cerveau sans que tu te rendes compte, c'est ça qui est magique. C'est pour ça que le premier titre de mon bouquin ne s'appelait pas du tout l'idée qui tue. Ça s'appelait Les plombiers de l'immatériel. Et les plombiers de l'immatériel, c'était dire, en fait, c'est de la plomberie cette affaire. Mais c'est de la plomberie qu'on voit pas, quoi. On voit pas toutes ces ficelles dans le décor, mais en vrai, toute la machinerie, mais tout de même, elle est là, quoi, en quelque sorte. Donc, mais ce qui est très important aussi, c'est de comprendre l'importance du contexte. C'est-à-dire que tu peux avoir un contexte favorable ou tu peux avoir un contexte défavorable à l'arrivée de ton idée. Donc, c'est pour ça que les planeurs stratégiques ont un rôle fondamental dans nos métiers. Ça consiste à bien comprendre les éléments du contexte, les courants, en quelque sorte, les courants climatiques des idées, si je prends cette analogie climatique. Le météorologue des idées, exactement, pour faire porter ton idée par le courant porteur et lui donner plus de chances de remplacer l'idée reçue qu'elle doit remplacer. Si on fait une petite parenthèse sur une période récente qui était la période Covid, on a peut-être vu à ce moment-là que les gens étaient assez ouverts à avoir des nouvelles idées ou des nouvelles convictions sur ce nouveau virus, ces nouveaux traitements. Et c'est peut-être un petit peu les polémiques qu'il y a eu à ce moment-là de médecins qui arrivaient sur les plateaux de télé, qui avaient chacune une théorie, et que les gens finalement étaient assez prêts à recevoir des nouvelles idées. C'est aussi ce genre de mouvement. Alors, ta question ouvre des zones super intéressantes, mais assez complexes. C'est-à-dire que, en fait, l'humanité a été guidée par l'idée de progrès. C'est-à-dire qu'on a cru pendant très longtemps que le progrès faisait progresser l'humanité. Et puis subitement, on se rend compte que le progrès, tel qu'on le concevait, on va dire, au 19e, 20e siècle, emmène l'humanité dans le mur. Et du coup, même si on a absolument besoin du progrès scientifique, parce qu'on sait qu'on ne va pas y arriver sans innovation malgré tout, mais disons, il y a cette remise en cause fondamentale. Du coup, le changement ne peut pas venir que d'une sorte de recherche scientifique effrénée, incontrôlée, mais d'un vrai progrès pour l'humain et pour l'humain réintégré dans son écosystème planétaire. Et c'est là où les idées deviennent fondamentales. C'est-à-dire qu'en fait, on manque aujourd'hui cruellement d'idées nouvelles et on manque même cruellement d'idéologies nouvelle, et donc pas d'idéologie au sens négatif, mais d'idéologie au sens positif. C'est-à-dire une idéologie, c'est neutre, c'est un système d'idées, c'est une idée érigée en système en quelque sorte. Donc on manque d'idéologie auquel on puisse adhérer pour ne pas se retrouver dans une forme de rétractation généralisée, qui est ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que le populisme, de mon point de vue, est une forme de rétractation. Le nationalisme est une forme de rétractation, parce qu'il n'y a qu'une planète, et nous sommes citoyens du même village planétaire, donc la rétractation n'est pas la solution. Mais on manque d'idées fortes aujourd'hui pour animer l'humanité. Et qui sont un petit peu les colonnes vertébrales des futures générations qui vont arriver, qui sont quand même on a tous été accolés à des idées fortes. Exactement. Qui ont mené en fait. On a besoin d'idées pour vivre. On a besoin de projets. Donc un projet, c'est quoi ? C'est une idée qui devient action, qui devient réalité. C'est d'abord une idée. Un architecte conçoit d'abord une maison avant qu'elle devienne. Si on construit sans idée, c'est compliqué. On peut y arriver, mais. C'est le résultat est très aléatoire. Exactement. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui il y a différents types d'influenceurs ? Ben voilà. Donc de la même façon que je dis, il y a une influence légère et une influence profonde. Je dirais qu'il y a des influenceurs légers, pour ne pas dire parfois superficiels, enfin en tout cas qui influencent à la superficie des choses, qui sont pas forcément inutiles, on les utilise aussi, mais qui sont différents de l'influence profonde, qui est cette influence qui est de nature à transformer son point de vue sur les choses. Pour donner un exemple très concret, en matière, prenons l'automobile, un marché qu'on aime bien chez Tebla, parce qu'on n'a pas que Apple, on a aussi Nissan. Le marché automobile, pour faire passer les gens à l'électrique, il faut changer des choses profondes. C'est pas juste une question de choix d'un rapport qualité-prix ou de look d'un modèle. Il faut se dire profondément, ça vaut la peine de payer plus cher, même si ça a un temps de recharge, etc., pour le faire. Et donc, il faut à un moment donné agir sur des causes plus profondes. Et ça a toujours été vrai, mais c'est de plus en plus vrai parce que les consommateurs citoyens sont devenus plus sensibles aux conditions de production des objets de consommation. Donc, à un moment donné, si je pense que ces chaussures Nike ont été produites dans des mauvaises conditions par des enfants au bout du monde, je vais peut-être pas les acheter. Ou si je pense que cette voiture n'est pas bonne pour l'environnement, je vais pas l'acheter non plus. Donc on voit que des choses qui étaient un peu décloisonnées
Autrefois, la communication commerciale d'un côté, je vends sur le rapport qualité-prix, etc., ou sur des avantages concrets du produit, de l'offre de service, sont aujourd'hui très impactés par les dimensions sociétales, donc dimension environnementale, dimension santé, dimension citoyenneté. Donc oui, il faut agir en profondeur aujourd'hui pour les marques et les entreprises, d'où le travail d'ailleurs que les entreprises font sur leur raison d'être, qui est leur action profonde sur leur environnement et sur la société qui les entoure, au-delà de leur capacité à vendre tel ou tel produit ou tel Oui, c'est un ensemble. Aujourd'hui, avant, on dissociait un petit peu les deux. On avait une partie qu'on regardait même pas, les conditions de fabrication, etc. Et aujourd'hui, ça fait partie de l'ADN de la marque, beaucoup plus fort, parce qu'on veut croire aussi. Sous la pression des citoyens, sous la pression des associations qui font un travail fondamental et qui ont aussi des outils nouveaux qui leur permettent d'être actifs grâce aux réseaux sociaux en particulier. Ouais. Quels ont été tes influenceurs? Tu dois en avoir des influenceurs profonds, entre guillemets. Oui, évidemment, alors qu'on en a tous. Alors, je pourrais dire Monsieur Tomara, qui était mon prof de CM2, qui m'a donné confiance sur mes capacités de faire des études. Mais pour prendre des gens un peu plus connus, pour moi, l'influenceur qui a le plus influencé ma vie, c'est Edgar Morin, sur cette notion d'humanisme planétaire. Donc, si tu regardes ma bibliothèque, j'ai tous Edgar Morin, j'ai tout lu, tout stabilo bossé. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, ce qui était une expérience formidable. Et il a vraiment une grosse influence sur ma vie. Et puis dans mon métier, je pourrais bien sûr citer Jean-Marie Dreux, ce serait le plus facile parce que je travaille avec lui depuis longtemps, depuis 20 ans. Ouais, même plus que ça. Ouais. Et donc, c'est Philippe Michel, clairement. Philippe Michel, alors, il faut absolument lire encore aujourd'hui un livre qu'il n'a pas écrit, puisque c'est Anne Thévenet Abitbol qui l'a écrit pour lui, qui s'appelle C'est quoi l'idée? Et qui est un livre qui a été pensé dans les années 90 du siècle dernier et qui n'a pas pris une ride sur la manière dont fonctionne la communication dans la société du spectacle. Alors, revenons au livre, du coup, et aux idées. Tu viens de sortir ta nouvelle édition de L'idée qui tue. Pourquoi avoir écrit L'idée qui tue numéro 2, entre guillemets? Pourquoi avoir fait une suite? Est-ce qu'il y a eu Alors, c'est avant tout parce que mon éditeur me l'a proposé. Donc, on dit pas non. On dit pas non dans ces cas-là. Et surtout parce que je voulais vraiment actualiser certains exemples, mais surtout augmenter certaines parties du livre. En fait, lorsque j'ai écrit le livre, j'ai pensé que c'était un livre que je pouvais n'écrire qu'une fois pour les siècles des siècles, puisque c'est un livre sur comment les idées deviennent idéologies, idées politiques, idées religieuses, idées culturelles, idées économiques. Donc, quand on parle de grandes religions, de grandes philosophies politiques, marxisme, etc., normalement, on n'a pas besoin de changer le livre tous les 2 ans, comme si on écrivait un livre sur le Web 3 qui devient le Web 4, le Web 5 et le Web 6. Et donc normalement, j'en prenais pour un siècle. Et puis, je me suis rendu compte, au bout de 13 ans, que un certain nombre d'exemples que je prenais avaient franchement vieilli, même si, de mon point de vue, la structure même de comment les idées deviennent idéologies, c'est-à-dire ce que j'appelle les 10 commandements, sur lesquels je vais revenir, n'avait pas changé. Mais 2, qu'il y avait 1 ou 2 chapitres que j'avais vraiment envie d'ajouter. Alors sur le contenu du livre lui-même, pour ceux qui voudraient ne pas le lire, je vais donner directement les 10 commandements. En fait, c'est comment les idées, quelles que soient politiques, religieuses, économiques, culturelles, deviennent idéologies. Bien, il y a 4 commandements qui sont de l'ordre structurel, c'est-à-dire faire attention à son environnement, maximiser la valeur subversive de l'idée, travailler sur l'émetteur, puisque en fonction de l'émetteur, l'idée ne va pas être portée de la même manière, ou des porte-paroles si c'est pas l'émetteur lui-même, si c'est pas le fondateur de l'idée qui émet son idée. Et puis la 4e condition structurelle, c'est la manière dont l'idée rentre dans le champ, dirait Bourdieu, c'est-à-dire le lancement de l'idée, soigner son lancement. Donc ça, ces 4 conditions-là, être en ligne avec son environnement, avoir une très forte valeur subversive, avoir un très fort porte-parole et ne pas rater son lancement. On n'a pas 2 fois l'occasion de faire une première bonne impression. Ce sont des facteurs fondamentaux et définitifs. C'est une fois pour la vie. Et les 6 autres facteurs des 10 commandements, bonne nouvelle, c'est du marketing de l'idée en quelque sorte. On peut agir dessus. Et donc c'est avoir les bons mots. Donc c'est la puissance des mots, avoir les bonnes images, avoir le bon storytelling, avoir les bons médias et soigner la manière de diffuser ces idées, c'est-à-dire les réseaux. Donc voilà grosso modo ce que couvre le livre au travers de ces 10 commandements. Et les 2 chapitres que j'ai voulu ajouter, c'est un chapitre justement sur le développement des réseaux et des communautés, parce que j'ai beaucoup appris entre 2009 et 2022 sur ce sujet. Et puis un chapitre qui me tient très à cœur, qui est l'idée qui nous guide,
Alors là, qui touche presque au développement personnel, en travaillant beaucoup avec les grands clients mondiaux des Français, bien sûr, de TBWA sur leur personal brand platform, sur leur plateforme de marque personnelle. Je me suis rendu compte que, au fond, on a tous une idée qui nous guide, un ikigai, diraient les adeptes de ce modèle japonais. Et donc, j'ai voulu, dans un chapitre, dire pourquoi c'était important et surtout comment on pouvait mieux comprendre l'idée qui nous guide, même si on est l'apprivoiser en quelque sorte. Et donc je crois beaucoup à ce chapitre qui est peut-être le début de mon prochain livre. D'accord, donc c'est une version 2 enrichie. Voilà, actualisé et enrichi. Actualisé aussi avec les réseaux sociaux et la communauté, qui à l'époque, on le rappelle, c'était en 2009, c'est ça? Oui, ça, donc c'était, alors que 2 ans après Twitter. Voilà. Et Instagram n'était pas là, TikTok on n'en parle pas, mais on était au tout début des réseaux sociaux, on parlait de blog encore à l'époque. Là, je parle d'Instagram et Twitter, et un peu moins de newsgroup. C'est ça. Et LinkedIn qui émerge de plus en plus. Quelle est pour toi l'idée qui tue de l'influenceur qui tue en 2022? Alors, si je cumule l'idée qui tue, influenceur qui tue, non, moi j'ai une idée qui m'a incroyablement marqué et qui a fait un trou dans mon cerveau en quelque sorte, et qui est une forme de révélation. Je la dois à François Tadei. François Tadei, c'est l'homme de la société apprenante, c'est l'homme qui a créé le CRI, le Centre de recherche interdisciplinaire, puisqu'il est biologiste au départ, mais qui maintenant est devenu le Learning Planet Institute, et dont le dernier livre en français s'appelle Et si nous. C'est un très bon livre que je vous recommande, mais je vous recommande encore plus sa version en anglais, parce qu'elle contient pour moi un concept que je trouve ultra porteur, une idée qui tue, une idée très très forte, qui s'appelle le Planetizenship Manifesto. Et justement, la force de cette idée de planetizenship, donc de planétoyen en quelque sorte, si je faisais en français, qui oppose citoyen à planétoyen, c'est de dire que un des problèmes, une des conventions dont on est victime, c'est le fait de se vivre comme des citoyens. Or, si on regarde bien comment la cité est née, selon François Tadei, la cité est née la cité est née pour se défendre, pour ériger des murs contre la nature, contre les barbares, etc. Ouais. Et donc, d'ailleurs, la cité est née de manière élitiste, excluante pour les femmes, excluante pour les enfants, excluante pour les esclaves. Et lui, il prône non pas un citizenship, mais un planetizenship, en disant tout l'enjeu, c'est de réinventer une sorte de citoyenneté planétaire, mais dont la dimension planétaire passe avant la dimension protective, en quelque sorte, du citoyen. Donc une planète beaucoup plus ouverte, qui fait sauter les frontières et surtout qui intègre la nature et l'animal. Dans l'environnement. Et donc de manière naturelle. Donc pour lui, il faut redéfinir en quelque sorte les droits du planétoyen, si je le dis en français, ou les droits du planetizen, si je le dis en anglais, comme on a défini pendant des siècles les droits de... Et ça, je trouve ça lumineux, génial, simple, et je pense que c'est la solution face à l'impossibilité d'une gouvernance planétaire que de mobiliser les citoyens du monde autour de cette idée. Et donc j'ai décidé de m'y employer. Très bien. C'est pour ça que j'en parle. Vaste sujet quand même, parce que c'est pas si évident. Tu m'as demandé une idée qui tue d'un influenceur qui tue, j'essaie de te trouver un truc qui serait encore vrai dans un siècle. On attend qu'il nous transforme pour y arriver. Parlons un petit peu de réseaux sociaux corporate. Aujourd'hui, on a vu l'avènement de LinkedIn, enfin qui existe depuis très longtemps, mais qui se développe de plus en plus. L'algorithme est de plus en plus ce que j'appelle permissif, c'est-à-dire qu'il est encore généreux. Il donne du reach, il donne de la visibilité. Je crois savoir qu'aujourd'hui, tu es devenu LinkedIn influenceur avec plus de 220 000 abonnés. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est que LinkedIn influenceur par rapport à la plateforme et aujourd'hui, comment tu es devenu finalement influenceur LinkedIn, si je peux me permettre? Exactement. Alors, du coup, je séparerais bien LinkedIn influenceur, qui est un statut repéré par un petit logo, qu'ont un certain nombre de gens, entre 500 et 600 dans le monde, à peu près 70 ou 80 en France, du fait d'être vraiment influent sur LinkedIn, qui d'ailleurs peut se traduire par d'autres badges, comme le Top Voice que donne LinkedIn chaque année à des gens influents. Alors moi, je suis devenu LinkedIn influenceur par coup de bol, par chance, qui est que au moment où LinkedIn s'est dit on va changer de stratégie, on va plus être simplement une plateforme d'emploi, mais on va commencer à être une plateforme de contenu. Ils ont eu cette idée de dire, on va demander au départ à 100, alors au départ c'était 100, puis c'est devenu 150, mais au départ c'était 100 influenceurs du monde,
de rédiger des contenus en anglais réguliers et on leur donnera une très forte visibilité. Et il y avait un quota français. Et donc, il fallait 3%. La France représentant grosso modo 3% du monde occidental, on va le dire comme ça. Enfin, du monde vu par les Américains et LinkedIn. Il fallait 3 Français. Et leur problème, c'est qu'il fallait 3 Français qui puissent publier en anglais. Et ça, autant il y a des Français qui publient, il y en a beaucoup, autant des Français qui publient en anglais, il y en a moins. Et à l'époque, j'avais mon blog en anglais qui était complémentaire de mon blog en français. Et ils ont repéré un Français qui parlait anglais, Jacques Attali. Et donc, c'est comme ça que Jacques Attali était devenu influenceur en même temps que moi. Bon, depuis, il a développé encore plus de followers. J'ai eu cette chance-là parce que j'étais repéré comme pouvant publier en anglais sur des sujets qui intéressaient LinkedIn. Et puis le troisième, d'ailleurs, à l'époque, n'était pas complètement français puisque mais il vivait en France. C'était le CTO de Microsoft qui était un Indien, sauf erreur de ma part, qui était le troisième influenceur du quota français des 100 influenceurs. Mais c'était classe parce que c'était aux côtés d'Obama, de Richard Branson. Donc c'est un coup de bol, quoi. Grâce à ça, au début, la visibilité de mes posts était démentielle parce que quand on était très peu à publier et qui communiquait en anglais sur toute la communauté anglo-saxonne, c'est comme ça que j'ai pris mes 200 000 premiers followers. C'était en quelle année, ça, à peu près? C'est une bonne question. Écoute, je dirais à vérifier 2009. Donc c'était vraiment le début. À l'époque où LinkedIn était regardé un peu de loin par les gens qui publiaient. Et puis depuis, LinkedIn est devenu ce qu'il est, c'est-à-dire une plateforme professionnelle incroyable, de contenu professionnel incroyable, qui est de grande qualité si on fait un peu sa propre curation, c'est-à-dire si on like et on commente, c'est comme tout algorithme, il faut l'éduquer. Alors, c'est pas aussi rapide que TikTok, parce que TikTok, tu fais un like et c'est fini. Tu fais un like et tu te prends tu fais un like The Voice ou Star Academy, tu te prends le dégueulis d'image de The Voice et Star Academy. Bon, c'est pas aussi rapide, mais ça marche quand même globalement pareil. C'est-à-dire que c'est le diesel, LinkedIn est le diesel. Il faut l'apprivoiser. Il faut l'apprivoiser un peu, mais tu peux avoir un contenu très intéressant sur LinkedIn. Et surtout, tu peux influencer sur LinkedIn sans être influenceur. Parce que la bonne nouvelle, c'est que l'algorithme de LinkedIn donne vraiment la primauté au contenu lui-même, au contenu de chaque post. Puisque comme tu le sais, chaque post est testé auprès des gens avec qui tu es en connexion. Et c'est en fonction du degré d'engagement rapide de ces gens, c'est-à-dire de like d'une part et de comment. On dit souvent qu'un commentaire vaut 6 ou 7 likes en termes d'engagement rapide, que le post va être exposé à une audience beaucoup plus large. Et ce qui permet à des gens qui ont très peu en fait de followers, d'avoir une très grande visibilité. J'en veux pour preuve que en 2020, le post d'un patron, parce que nous on suit avec LiveBosses tous les patrons mondiaux actifs sur les réseaux sociaux, en particulier sur LinkedIn, le post le plus liké qui a fait 15 millions de vues avec genre 300 000 likes, entre 250 000 et 300 000 likes de mémoire, c'est le post du patron de Visa qui avait 5 000 followers sur LinkedIn et qui disait juste en mars 2020 qu'il s'engageait à ne pas licencier qui que ce soit avant la fin de l'année du fait du Covid. Donc évidemment, c'est ce que les gens ont liké, c'est le contenu du post, c'est pas le fait qu'ils étaient amoureux de Monsieur Kelly, qui est le président de Visa. Donc c'est juste une belle démonstration que c'est bien le contenu et son degré d'engagement qui sur LinkedIn fait la différence. Et c'est vrai que beaucoup de gens utilisent mal LinkedIn, beaucoup de gens savent pas que partager des contenus c'est pas très efficace, qu'il faut mieux les recréer. Enfin, il y a plein de trucs liés à l'algorithme que les gens ne savent pas. Mais par contre, on peut développer une influence qui va bien au-delà de faire la promotion de son produit ou de sa politique RSE. Et donc, il y a vraiment des exemples très intéressants. Je pense au patron d'Air Liquide, Benoît Potier, qui a vraiment pris le flambeau de l'hydrogène et qui est super convaincant, super intéressant et qui donne envie de mieux comprendre le potentiel de l'hydrogène. Ou je pense à Jean-Pascal Tricoire, le patron de Schneider Electric, qui mondialement aujourd'hui incarne la transition énergétique. Donc on peut vraiment avoir une ligne éditoriale très forte, très puissante, et qui du coup éclaire son métier et éclaire son entreprise d'une manière efficace. Oui, parce qu'on a les posts sur LinkedIn, on a aussi les articles, donc il y a aussi une autre façon de raconter une histoire. Voilà. Et en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est sur une plateforme d'expression qui va mêler un petit peu les anciens blogs, Twitter de temps en temps, parce qu'on poste des trucs rapides et on partage, et en même temps d'avoir une vraie audience qualifiée, logiquement. Parce que là, pour le coup, on sait qui sont les gens qui like et qui nous commentent, et pas des avatars ou des pseudos qu'on peut avoir sur les autres plateformes. Absolument. Donc LinkedIn a quelques grandes forces. La première, c'est que c'est effectivement un environnement où les gens sont identifiés.
Oui. Donc, il n'y a quasiment pas de profils anonymes où ils sont très peu puissants ou très vite chassés. Et il n'y a pas de troll. Donc, on peut repérer les gens. Donc, les gens sont responsables de ce qu'ils disent. On peut les retrouver facilement. Ouais. Du coup, ils font plus attention à ce qu'ils disent que quand ils se cachent derrière un pseudo. Donc, ça, c'est le premier élément qui est effectivement rassurant. En plus, il y a une sorte, encore aujourd'hui, je dirais, d'étiquette de LinkedIn qui est que même dans les conversations où les gens ne sont pas d'accord, il y a une certaine politesse de forme. Donc, je ne sais pas si ça va durer. Mais pour le moment, c'est encore le cas. Donc, on va dire, profitons-en. Mais surtout, il faut bien voir que LinkedIn, c'est de la conversation de personne à personne. C'est-à-dire que le même post publié par un patron ou un leader ou même quelqu'un qui a peu de followers sera toujours plus vu du fait qu'il générera plus d'engagement, de like et de comment, que le même post sorti par le compte corporate de l'entreprise sur LinkedIn, parce que l'algorithme est fait de façon à favoriser ça. Donc, en fait, ne pas utiliser LinkedIn pour les leaders d'une entreprise, c'est vraiment se priver d'un média naturel, sans compter le fait que pour parler à l'interne, rien ne vaut LinkedIn. Donc l'intranet c'est bien, mais LinkedIn c'est mieux, parce que ça donne un poids au message qu'on diffuse qui est plus grand. Tout en ayant conscience que LinkedIn, contrairement à Twitter, un tweet dure 7 minutes, un bon post LinkedIn, ça dure 7 jours. C'est-à-dire que LinkedIn, c'est un hebdo, quoi. Il faut le penser comme un hebdo. Et donc, faire du contenu qui est chaque post LinkedIn doit être un contenu pensé pour durer, pour être intéressant et intéresser la communauté pendant quelques jours. Donc, ça sert à rien de poster 10 posts par jour sur LinkedIn, d'autant plus que l'algorithme fait que le post d'après détruit un peu l'audience du post d'avant. Donc, c'est un peu bête. Et donc, il faut penser chaque contenu en n'en faisant pas forcément beaucoup pour maximiser son effet et sa portée. Donc il y a vraiment une manière d'utiliser LinkedIn qui est plus efficace. Bon, c'est pour ça qu'on a développé Livebossy. Et là, donc avec Livebossy, tu expliques aux dirigeants, tu les sensibilises au sujet. Alors on va plus loin que ça. Hein. Tu les formes. Donc avec Livebossy fait des choses que d'autres font, c'est-à-dire une analyse de vous dans votre univers concurrentiel, une recommandation éditoriale, un calendrier et éventuellement du community management. Donc ça, je dirais, plein d'agences le font. Il y a 2 outils complètement exclusif chez Livebossy. Le premier, c'est ce qu'on appelle la scorecard, c'est-à-dire qu'on a établi, si tu te souviens du score Cloud autrefois, on a établi une note sur 100 mais qui est transparente. Cloud, c'était un peu bizarre. C'est américain. C'est un algorithme. Voilà, mais nous on a fait une scorecard qui est complètement transparente, qui donne une note de 0 à 100 sur ta présence sociale professionnelle. Et donc qui intègre la visibilité que tu as sur Google, première page de Google, Google Images, Google Vidéo, Google News, ta visibilité sur LinkedIn, ta visibilité sur Twitter, ta visibilité sur les autres réseaux sociaux, blog, Instagram, TikTok éventuellement. Et donc, on est capable de donner une note. 50% de cette note vient d'une simple présence identitaire, 50% vient de l'activité. Et donc, on peut identifier assez simplement les gens qui sont en dessous de 50 et donc qui sont, on va dire, à potentiel, mais peu actifs, peu visibles et qui ne créent pas de valeur ajoutée sur les réseaux sociaux. Et puis, les gens qui sont, on va dire, autour de 60-70, qu'on appelle les publishers, c'est-à-dire c'est des gens qui sont là, qui publient activement des choses, et puis ceux qui tournent autour de 80-90, qui sont des influenceurs. Donc on peut assez vite identifier où en est quelqu'un et comment évoluer, et puis suivre dans le temps, le repérer dans son univers de concurrence. Donc on a la capacité de quantifier ça. Puis le deuxième outil qui est vraiment unique, c'est cette plateforme de marque personnelle, donc qui est vraiment un outil propriétaire qu'on a créé sur mesure, et qui cherche à donner à chaque utilisateur une ligne éditoriale justement qui renvoie à l'idée qui le guide, qui est une idée qui est pourquoi vous êtes aussi engagé, passionné par votre métier et votre boîte au-delà de votre boîte, et donc qui est comment transformer en quelque sorte ces publishers en influenceurs en leur créant une influence pertinente par rapport à ce qui unit leur passion et leur raison, c'est-à-dire ce qui unit la raison pour laquelle ils travaillent tous les jours avec quelque chose qui les passionne vraiment, avec la manière dont ils veulent agir sur le monde, voire avec la trace qu'ils aimeraient laisser pour plus tard. C'est hyper intéressant et assez méconnu, entre guillemets, je trouve. Enfin, en tout cas, parce que oui, pas mal de patrons... J'aurais peut-être mieux fait d'en parler, parce que comme on était les seuls à le faire vraiment, maintenant d'autres, je vais sûrement... Mais on aime bien chez TPE-là être généreux sur les idées. La disruption, on l'a donné à tout le monde, si tu veux. C'est un trademark. Normalement, tu devrais me payer un petit euro chaque fois que tu prononces le mot disruption, parce qu'on l'a déposé, mais on le fait pas. À tous les auditeurs qui contacteront Nicolas pour aller voir Livebossy aura un petit coupon. Absolument. Très bien. Parlons un petit peu de métaverse, de NFT. Qu'est-ce que tu en penses, toi, aujourd'hui, de tous ces sujets de réseau? Alors, on a eu, à une époque, Second Life, qui a été, à un moment donné, intéressant, où il y avait un engouement très fort.
Aujourd'hui, il y a Metaverse qui arrive avec Meta derrière, notamment qui supporte cette idée. Et il y a les NFT qui sont un petit peu à part. Quel est ton point de vue là-dessus ? Est-ce que tu crois que c'est une suite logique ? Est-ce que c'est Alors, moi, je pense que dans les innovations technologiques en général et dans le digital en particulier, c'est quand même l'usage au service de l'humain qui finit par gagner. Alors, pas toujours à court terme, mais à moyen long terme, c'est le cas. Donc, la question que je poserais, c'est qu'y a-t-il dans le métaverse qui soit vraiment utile et qui amène quelque chose à l'humanité, au-delà du faire consommer encore plus d'énergie au travers des serveurs, etc. Et donc, je pense qu'il y aura sûrement des usages du métavers. Je ne crois pas du tout à Double Life. Je vous rappelle qu'on avait fait, TB2 avait fait pour PlayStation un film publicitaire qui avait gagné un grand prix à Cannes, s'appelle Double Life. Et donc, l'idée, c'est qu'on gardera une double vie. C'est-à-dire que je ne crois pas à l'idée qu'on vive 100% dans le métavers, si tu veux. Oui. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on continuera à se toucher, à manger, à faire des choses ensemble. Heureusement. Donc, cette deuxième vie, c'est pour ça que Second Life était très intelligent en termes de positionnement et en termes de nom de marque. Cette vie complémentaire, cette vie augmentée, elle existe déjà un peu aujourd'hui. Moi, je crois beaucoup plus d'ailleurs à tout ce qui est semi-augmenté que ce qui est totalement augmenté. C'est-à-dire le fait qu'on soit dans les deux vies en même temps. Donc, typiquement, je suis en train de conduire ma voiture et en même temps, j'ai de l'information sur mon pare-brise qui m'aide à conduire ma voiture. Donc, je crois beaucoup à cette double vie en même temps plutôt qu'à cette double vie segmentée. Néanmoins, donc, ma réponse au métavers, c'est que je ne crois pas du tout au modèle métavers qui t'envahit où tu vis dans le métavers au lieu de vivre ta vie. Mais par contre, je crois complètement à des usages. Et pourquoi est-ce que le gaming a inventé le métavers avant qu'on l'appelle le métavers? Parce qu'il y a un usage ludique du gaming qui fait que les gens sont contents de jouer. Si tu veux. Donc, moi, je pense que c'est par les usages multiples que les choses se développeront. Et donc, je ne crois pas du tout au modèle unique. Donc, je pense qu'il faut dire des métavers à chaque fois qu'on en parle plutôt que de dire le métavers, parce que je pense que le métavers n'existera pas. Je pense qu'il y aura des métavers. Il y aura des formes. Et des formes diverses. Et effectivement, je mettrais les NFT complètement ailleurs. Pour moi, ce que je trouve intéressant dans les NFT, c'est vraiment la dimension communautaire. Et donc, moi, j'en ai pas beaucoup, mais par exemple, j'ai acheté la machine à écrire de 20 minutes parce que ça crée une communauté de Discord intéressante autour du sujet. Donc, et je pense que même dans l'investissement artistique, le succès d'un certain nombre de NFT est venu de l'idée d'appartenir et d'être connecté à la communauté des gens qui les avaient achetés. Donc, ce que j'aime dans les NFT, c'est l'idée de créer une communauté de gens qui collectionnent, entre guillemets, la même chose et qui, grâce à cet objet de collection qu'ils collectionnent ensemble, se rencontrent. Alors, je vais faire très old school, mais mon frère collectionnait les timbres-poste et avait des relations incroyables avec des gens du monde entier qui collectionnaient les timbres-poste. Quoi. Donc, on est en train de réinventer dans la version digitale les clubs d'avant, mais je trouve ça bien, en fait. Donc, moi, je pense qu'il faut penser les NFT d'abord comme des blasons de communauté, avant de vouloir en faire des objets d'investissement financier. Et qu'est-ce que tu penses des NFT et des marques ? Moi, j'ai des notions que je travaille en ce moment qui sont peut-être sur le nouveau service de fidélité des marques, où on peut avoir une autre dimension que le transactionnel, avec la présence, avec justement cette communauté. Est-ce que tu crois qu'il peut y avoir un avenir pour les NFT et les marques ? Ah oui, moi j'y crois complètement. D'ailleurs, il y a des pays qui sont plus en avance que la France. Même l'Espagne aujourd'hui a développé beaucoup plus de NFT pour les marques. Donc il va y avoir une forme de banalisation. Des NFT, c'est un peu comme il y a une banalisation des cartes de fidélité. Si tu veux, à un moment donné, on avait trop c'est trop. Bon, bonne nouvelle, maintenant on les met dans le téléphone, donc on n'a plus besoin de les porter, d'avoir 40 morceaux de plastique dans son portefeuille. Mais donc il y aura une banalisation, mais ceux qui auront une valeur d'usage, on en revient à l'expérience, et qui donneront une valeur expérientielle associée, c'est une manière de marquer l'appartenance au club. Donc pour moi, le NFT, c'est simplement un badge, en quelque sorte, qui permet d'incarner une valeur communautaire qui fait complètement sens entre les marques et les gens. Donc moi, je pense que la plupart des marques ont des NFT, non pas dans une logique de valorisation financière, mais dans une logique de valorisation de l'expérience relationnelle. Ouais, même si des marques comme Nike ou d'autres marques de luxe génèrent d'énormes revenus grâce à leur collection il y aura aussi collector et qui vendent associés à un NFT qui prend de la valeur, parce qu'on est sur des marques très fortes, dont la rareté
le cœur de la stratégie. Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai aussi des paires de chaussures rares, tu vois. Donc, donc il y a déjà une cote qui existe. Il y a déjà une cote, donc tu peux le faire dans le virtuel en plus du réel, de la même façon que tu peux posséder un tableau réel ou l'avoir virtuellement. Donc ce marché-là restera, mais pour moi, le futur des NFT pour les marques, c'est beaucoup plus dans ce badge relationnel. Très bien. On arrive sur une partie de l'interview de questions, association d'idées. Donc, je vais te donner quelques mots. L'idée, c'est de répondre tac au tac. Je sais que c'est difficile de ne pas parler derrière, mais on va essayer. Si je te dis blog. Like and share. C'est-à-dire que je commente quand même en disant que il faut liker et partager les contenus intéressants pour encourager les gens à en poster davantage, et qu'on a trop tendance à croire que les blogueurs, c'est juste comme les journalistes, on les lit et c'est pas grave de les liker, alors que les blogueurs, c'est important de leur donner de la visibilité. Donc like and share. Et de partager. LinkedIn. Teams. Pourquoi ? Parce que... Microsoft. Oui, Microsoft. Pourquoi ? Parce que LinkedIn va être intégré dans Teams. C'est ça. En 2023, a priori, ou plus tard, mais plutôt en 2023, et que ça va être un changement d'échelle pour LinkedIn. Livre. Tu veux dire, à part l'idée qui tue ? Oui, au sens large. Et si nous, de François Tadei ? Très bien. Publicité. Moi, je dirais communication, parce que je pense que la publicité s'inscrit complètement dans la logique de créer du commun, avec une très grande force, c'est de créer du commun immédiat pour tout le monde, et qu'il ne faut pas croire que la publicité est morte, elle n'a jamais été aussi efficace qu'aujourd'hui, mais il faut l'inscrire dans une logique plus large de communication. Agence. TBWA. Forcément. Marketing d'influence. Pareil, je dirais plus communication d'influence que marketing d'influence, parce que dans le marketing, je vois une dimension purement marchande, et que l'influence, comme on en a un peu discuté, consiste à changer la vision et le point de vue des choses pour permettre éventuellement de faire commerce. Et je finis par TBWA. Disruption, l'agence de la disruption. Je rappelle que ce mot a été déposé par nous et l'est toujours depuis 1990. On le rappelle. Question de closing. Est-ce que tu peux nous parler de tes prochains projets ou campagnes ? Alors, mon projet du moment n'est pas une campagne, mais j'en suis très fier. C'est que j'ai annoncé la semaine dernière à l'ensemble du réseau mondial TBWA que nous allions accéder à l'outil AdGreen développé par les Anglais au départ dans le cadre du projet AdNet-Zero, et qui était un outil utilisé avant tout en Angleterre pour mesurer l'empreinte carbone des productions. Or, l'empreinte carbone de la production, c'est assez énorme. C'est-à-dire que c'est entre 1 tonne et 100 tonnes parfois. Et donc, j'ai pris un exemple d'ailleurs pour expliquer aux gens l'importance de soigner l'empreinte carbone de la production. C'est que une production qu'on a faite récemment pour un de nos clients a été équivalente de la totalité de la production de carbone de notre agence suisse pendant 1 an, si tu veux. Donc ça vaut la peine de se poser la question, pas simplement de l'empreinte carbone de nos activités, qui en fait n'est pas si grande, parce que ce sont des activités de conseil, donc il y a un peu de chauffage, il y a un peu de déplacement, et puis c'est mieux de ne pas prendre l'avion, évidemment, ou en tout cas de moins le prendre. Et de le prendre quand on en a besoin. Mais l'effet est faible, alors que l'effet sur la prod est grand. L'effet sur les médias sera très grand, mais on ne sait pas trop le mesurer. Et puis l'effet sur l'influence qu'on peut avoir en convainquant nos clients de travailler sur plutôt la voiture électrique que la voiture à pétrole, c'est mieux aussi. Très bien. Est-ce que tu aurais un conseil pour un jeune communicant qui débute aujourd'hui, qui est jeune diplômé, qui arrive et qui veut travailler dans la communication? En fait, je pense que c'est un conseil qui doit lui donner envie de travailler dans la com, parce qu'on a un problème aujourd'hui de recrutement comme tout le monde, et la com est souvent dévalorisée, la communication est souvent dévalorisée. Et au fond, je crois que c'est le plus grand métier de curiosité. Et donc, je pense que le conseil, c'est être curieux, et je pense que c'est l'endroit où on peut apprendre le plus si on est curieux, parce qu'on a la chance de travailler sur plein de sujets, plein de marchés et plein de thématiques. Très bien. Tu es un homme de livres. Est-ce que tu avais un seul livre à emporter avec toi sur une île déserte ? Choix difficile, mais il faudrait en faire. Alors, après ce que j'ai dit, je suis obligé de dire Edgar Morin, donc ce serait Terre Patrie d'Edgar Morin, ou L'humanité de l'humanité. Les deux sont très bien, mais Terre Patrie. Très bien. Et dernière question, est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour le podcast qui pourrait venir ? À part Jean-Marie Dru, mon cher man adoré, qui serait très intéressant sur ce sujet, parce qu'il est très influent, il restera très influent, et il a marqué son influence par le concept de disruption, dans une logique de disruption positive et créative. Moi, je te recommande d'interviewer un podcasteur, figure-toi. Très bien. Donc, ce serait intéressant de passer de l'autre côté du podcast, qui s'appelle Olivier Bonnet, qui vient de créer un podcast, je fais un peu de pub, parce qu'il m'a interviewé, mais qui s'appelle La Boussole des Futurs, suite à un livre qu'il a écrit et que j'ai préfacé, je suis obligé de le dire aussi, qui s'appelle La Boussole des Futurs, et qui est super intéressant sur une vision des scénarios pour le futur de l'humanité. Génial, on prend rendez-vous. Jean-Marie, on verra
comment on peut l'intégrer, si c'est un sujet qui peut le Je m'engage à lui en parler. Passionner. Voilà. Merci beaucoup Nicolas pour cet enrichissement sur les influences qu'on peut avoir et l'influence au sens général et surtout au monde des idées. C'était hyper intéressant de travailler cet aspect aussi de l'influence, qui est un aspect qu'on ne traite pas tous les jours. Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Athias ou m'envoyer un message sur podcast@marketinginfluence.fr. À bientôt.